Ouais, ça ne souffre aucune contestation. Vous avez envie de creuser un peu ce sillon parce qu'on va rester dans la même veine avec vous tout à l'heure. C'est vrai, mais alors je ne vais pas trop prendre de mon propre temps. Exactement. Et encore moins du mien. Grosso modo, il faut quand même faire la part entre la science, ce qu'on appelle les sciences dures, et les sciences humaines. La folie des sciences humaines, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple à comprendre. C'est comment quelqu'un pense qu'il est hors de la société qu'il observe. Il peut y avoir des sciences humaines quand il y a un anthropologue qui va dans une autre société que la sienne. Mais sinon, vous prenez une page de Tocqueville, vous en apprenez plus que 15 volumes de sociologues à la mort moelle neuve aujourd'hui, de l'EHESS ou je sais pas quoi, qui vous expliquent avec des grandes régressions statistiques pourquoi ce sont les femmes qui achètent des serviettes périodiques et pas les hommes. Je veux dire, tout ça est grotesque. Alors, on continue de parler de migration avec vous, Guillaume Bigot. Le prix du vivre ensemble. Vous êtes intéressé à ce prix parce que la Fondation pour l'innovation politique, qu'on connaît communément sous l'acronyme de Fondapol, a analysé les politiques migratoires en vigueur dans les autres pays membres de l'Union européenne, c'est important de le préciser, en les comparant, en somme, à ce que nous faisons dans notre pays. Alors, quel est le résultat, en substance, de cette enquête ? Vous savez, Nelly, il y a une formule classique qui dit se comparer, c'est se consoler. Mais alors là, quand on regarde l'étude de la Fondapol, se comparer, c'est vraiment s'accabler. Alors, on peut prendre 4 points de comparaison. D'abord, l'intégration. Alors, en matière d'intégration, qu'est-ce que c'est l'intégration en France ? Vous êtes un étranger, vous arrivez en France, et en fait, on vous propose un entretien avec un agent de l'Office de l'immigration. Cet agent vous propose éventuellement une formation en français facultative. Et sinon, l'intégration, ça consiste clairement à signer ce qu'on appelle un contrat d'intégration, dans laquelle la seule obligation, c'est de suivre 4 jours de formation, gratuite d'ailleurs, qui s'appelle « Découvrir la France », où on apprend qu'il y a un grand guichet social qui s'appelle Eurio, la France. Voilà, grosso modo. En Europe, qu'est-ce qui se passe ? En Europe, vous avez des formations partout, qui sont payantes, qui sont des formations civiques, qui sont des formations linguistiques, qui sont sanctionnées par des examens. Et quand vous n'avez pas de parcours d'intégration sérieux comme ça, c'est que vous êtes en Bulgarie ou en Hongrie. Vraiment, les immigrés ne sont pas bienvenus. Sinon, ils font les choses, disons, sérieusement. Deuxième point de comparaison, le regroupement familial. Alors en France, là aussi, c'est le grand guichet social qui s'appelle Eurio la France, c'est-à-dire que grosso modo, dans le foyer fiscal où vous voulez faire du regroupement familial, il suffit d'avoir le SMIC, c'est tout ce qu'on vous demande. Dans d'autres pays, il y a des conditions de revenus beaucoup plus sérieuses que ça, il y a des conditions d'âge pour les regroupés familiaux, et il faut surtout ne pas avoir eu de condamnation. Prenons l'exemple du Danemark, pays intéressant parce que gouverné, on a beaucoup parlé sur ce plateau, par une majorité de gauche. Alors, ça fait plaisir à Marc et à moi. Et au Danemark, il faut, pour les regroupés familiaux, qu'ils aient 24 ans. 2, il faut le foyer dans lequel il y a le regroupement familial, il n'y a pas eu, pendant 3 ans, de bénéfices d'aide sociale. Et enfin, il ne faut pas que le regroupé familial arrive dans ce qu'ils appellent officiellement un ghetto. Alors, comment ils définissent un ghetto au Danemark ? C'est très simple, ils prennent un taux d'incarcération et ils prennent un taux de chômage. Si vous voulez faire du regroupement familial dans une région où il y a trop de gens qui vont en prison ou trop de chômage, c'est interdit. Et mieux encore, il faut 15 000 €, l'équivalent en couronne danoise de 15 000 € de caution. La naturalisation, même chose, c'est accablant. En France, on va parler vaguement français, et vous avez une condamnation, par exemple, inférieure à 6 mois de prison, pas de problème, au bout de 5 ans, c'est open bar, qui s'appelle Eurio, la France. Voilà, le grand guichet social. Alors, à l'étranger, dans les 26 autres pays européens, c'est beaucoup plus sérieux. En général, la moyenne, c'est 7 ans de résidence. Ça peut monter jusqu'à 10 ans en Espagne, en Pologne, en Lituanie, par exemple. Il faut en général réussir, toujours pareil, des tests, et notamment des tests linguistiques. Et il faut aucune condamnation. L'accueil, l'accueil, c'est pareil. Alors, partout, en réalité, il faut qu'il y ait, grosso modo, vous avez des systèmes de soins ouverts pour les gens, évidemment, qui sont très, très gravement malades. On laisse personne mourir en Europe. Nous sommes des pays civilisés, mourir dans la rue. Mais par contre, il n'y a rien d'équivalent à cette aide médicale d'État ou à ces grands guichets absolument universels où, à part la chirurgie esthétique, tout est open. Voilà, et gratuit. Qui s'appelle Eurio, la France. Voilà. De la même façon, les radios, vous savez, les radios pour les mineurs non accompagnés, il faut passer absolument une radio. Si vous refusez de passer une radio, on considère que vous êtes majeur. Les obligations de quitter le territoire, en moyenne, c'est 50% en Europe. Ici, comme vous savez, c'est lamentable. Donc, on est effectivement la lanterne rouge. Et donc, il en ressort que notre pays est le plus laxiste de l'Union européenne en matière migratoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences ? Premier argument, peut-être, c'est que la France, c'est vraiment le seul pays qui croit vraiment... qui est vraiment dirigé par des européistes, voire des fédéralistes convaincus. Vous savez, c'est l'histoire de la souveraineté européenne. Donc ça fait que tout ce que veut Bruxelles, même contre le peuple français, tout ce que veut Bruxelles, c'est notre projet, comme dit l'autre. Voilà. Donc, et comme l'Union européenne veut l'immigration, l'immigration, c'est donc notre projet. C'est assez simple, en fait, en réalité. Ensuite, deuxième argument,
malheureusement, j'ironise dessus, mais c'est en fait assez sérieux. Le deuxième argument, je pense que c'est la classe politique française qui a vraiment idéologisé ce débat et qui l'a, plus qu'idéologisé, hystérisé. Et là, merci Jean-Marie Le Pen, merci François Mitterrand, ils ont vraiment pollué, salopé et empoisonné ce débat depuis des décennies et des décennies. Parce qu'en France, c'est très simple. Si vous êtes pour l'immigration, d'accord, et que les gens sont contre l'immigration, ils vous traitent de salauds ou de collabos. Si vous êtes contre l'immigration et que les gens en face sont pour l'immigration, ils vous traitent de salauds ou de collabos. Donc c'est assez binaire en fait. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Dans tous les cas, de toute façon, vous prenez parti pour un sujet qui est fondamentalement moral. Alors, on voit aussi un autre phénomène qui est quand même spectaculaire, qui saute aux yeux sondage après sondage, c'est qu'on n'a pas toute la classe dirigeante, mais une majorité, disons, des notables qui sont pour l'immigration. Et une majorité de la population qui vote à droite, qui vote à gauche, qu'importe, qui sont plutôt contre l'immigration. Et à d'où ça vient? Moi, c'est mon hypothèse, ce n'est que mon hypothèse. Je pense que ça nous ramène à un passé qui ne passe pas. Je pense que ça nous ramène effectivement au poids de la culpabilité de l'occupation, puisque grosso modo, tous les gens qui sont des autorités bêlantes pour l'immigration, les magistrats, les hauts fonctionnaires, les journalistes, les people, enfin ce qu'on appelle les vedettes, 1940, 1941, 42, tous ces gens-là, on sait bien ce qu'ils faisaient. Donc là, en fait, ils ont un poids de culpabilité, ils nous font payer ce poids de culpabilité. Alors je dis pas que la population française a tout été résistante, mais grosso modo, elle ne s'est pas vautrée dans la collaboration comme la classe dirigeante ou l'élite. Je pense que c'est ça qui se joue. Et quand on voit ce qui se passe ailleurs en Europe, prenons un pays comme le Danemark, c'est très clair. La classe dirigeante danoise n'a pas ce poids de la culpabilité de la collaboration. Donc elle n'a pas besoin de lire le phénomène migratoire à travers une grille morale. Le bien, le mal, les nazis, les collabos, etc. Tout ça. Et donc ils ont une approche finalement assez pragmatique. Ils ne disent pas que c'est une malédiction ou que c'est une chance forcément. Ils ont une approche pragmatique. Grosso modo, c'est aussi un sou, c'est un sou. Combien ça coûte? Dans ces pays où il y a beaucoup de protection sociale, évidemment, ils sont assez logiques. Ils disent on ne va pas faire venir des gens qui vont bénéficier des aides sociales sans contribuer financièrement aux aides sociales. Et on en revient à cette différence. Et puis c'est aussi très protestant. Hein, j'osais pas le dire parce que ma belle-mère est protestante, mais oui, c'est vrai. Un sou est un sou. Guillaume Bigot dans le texte. Mais justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui disposer de ce qu'on appellerait, disons, une approche plus comptable, qui serait dépassionnée, je reprends ce terme, sur ce phénomène d'immigration, afin de répondre à la question de est-ce qu'on y gagne? Y gagne-t-on ou y perd-on? Je pense que c'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. C'est pas un problème de bien et de mal, ça peut être un bénéfice, ça peut être un problème. On peut avoir une approche un peu plus micro, une approche macro. Micro-économiquement, c'est assez simple. Quand vous faites la liste, en fait, prenez une calculette, faites la liste des dépenses sociales qui sont engendrées pas par toute l'immigration, mais par une certaine immigration et qui ne sont pas financées par ces immigrés, vous avez déjà une coquette somme. Alors, les HLM sont à peu près à 40% occupés par des foyers étrangers. On va rapporter ça à ce que coûte l'ensemble des HLM, c'est 3 milliards peut-être par an. Ensuite, on a un quart des places de prison qui sont occupées par des étrangers. Allez, on a pour 700 millions d'euros par an. Ensuite, on a l'aide médicale d'État, 1,5 milliard d'euros. Les mineurs non accompagnés, 2 milliards d'euros par an, les fraudes à la carte vitale, etc. On a un grand total qui est pas très loin de ce qu'on veut économiser sur les recettes, sur la réforme des retraites, soit 8 milliards d'euros par an. Mais il y a des études macro plus intéressantes parce qu'ils prennent d'abord l'intégralité des immigrés, mais aussi ce que les immigrés apportent et ce que les immigrés coûtent. Et grosso modo, il y a deux grandes études. Il y a une étude du CEPI, qui est un organisme du Premier ministre, de 2018, et une étude de l'OCDE qui date de 2021. Elles disent à peu près la même chose. Ouais. Ça coûte 1,5 point de PIB l'immigration. Ça coûte de manière nette, en tenant compte de ce que ça apporte, ce que ça coûte. C'est-à-dire ça coûte grosso modo 30 milliards par an à la France. Ça coûte à peu près 3 fois les économies espérées de la réforme des retraites.